Bonsoir, Chérif, professeur, bonsoir. Bonsoir. Aminata Sall Diallo, vous êtes professeur titulaire de physiologie et vous êtes le président ou la présidente, on va féminiser un peu, du programme national de lutte contre les hépatites. Autre fonction, président directeur général de l'Alliance pour la promotion de l'excellence dans l'enseignement supérieur, membre du comité international de pilotage et du comité scientifique du Next Einstein Forum. La journée mondiale de lutte contre les hépatites a vécu la semaine dernière une journée de plus ou des avancées notables? Des avancées notables, je dirais. Pourquoi? Parce que les journées mondiales se sont succédées et se ressemblaient, mais cette année, nous avons un fait extrêmement marquant, c'est que nous avons démarré la vaccination à la naissance. Je pense que c'est un combat qui a été porté par le Sénégal, au niveau national et au niveau international. Parce que sans ce calendrier, sans la vaccination à la naissance, nous ne pouvons pas espérer contrôler l'infection par le virus de l'hépatite B. Tout enfant qui naît aujourd'hui doit être vacciné contre l'hépatite B, si nous voulons contrôler cette infection. C'est vrai, nous avons vacciné dans le cadre du PEV, nous avons beaucoup vacciné, mais nous avons vacciné à 6 semaines. Et nous avons clairement montré, sur le plan scientifique, qu'il nous fallait vacciner à la naissance. Et je pense qu'il y a eu des efforts très importants du gouvernement du Sénégal qui a pu introduire cette vaccination en inscrivant ça dans le budget de notre pays. Et ainsi, nous sommes le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir rectifié le calendrier. Alors, comment se manifeste la maladie les hépatites? Vous me disiez tout à l'heure, il en existe de A à G. Qu'est-ce que l'hépatite d'ailleurs? L'hépatite est une maladie du foie qui peut avoir plusieurs étiologies. Donc, on distingue des hépatites médicamenteuses, surtout dans notre contexte avec des plantes médicinales. On distingue des hépatites qui sont virales ou bactériennes, mais les plus préoccupantes sont les hépatites virales, et notamment les hépatites B et C. Parce que ce sont des infections qui ont un pouvoir évolutif vers la cirrhose et vers le cancer du foie. Et c'est ça qui fait la gravité de ces infections. Et là, c'est mortel. On ne va pas dire que c'est mortel, mais dans notre contexte, on peut presque le dire. Parce que les cancers du foie, l'issue est souvent fatale. Les cirrhoses sont plus ou moins traitées. Mais je pense que le mieux aujourd'hui, c'est de pouvoir prévenir et maintenant qu'on a la possibilité de traiter. Justement, quels sont les sujets les plus exposés, ou bien c'est nous tous? Dans un pays endémique comme le nôtre, oui, nous sommes tous concernés. C'est ce que l'on dit d'ailleurs dans notre slogan, nous sommes tous concernés. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte circulation du virus. Il y a des modes de transmission qui sont des modes de transmission multiples. D'abord de la mère à l'enfant, la transmission verticale, la transmission horizontale entre enfants. Nous avons la transmission sexuelle. Il ne faut pas oublier que l'hépatite B est une MST, c'est une maladie sexuellement transmissible. Nous avons la transmission sanguine, etc., etc. Mais voilà les 4 principaux modes et vous voyez que nous sommes tous exposés. Et comment elle se manifeste, la maladie? Alors, malheureusement, la maladie est souvent asymptomatique. Ça veut dire qu'on ne voit rien. Et c'est ça le danger d'ailleurs. Parce que la personne qui héberge le virus ne se sent pas malade. Il existe des fois des signes cliniques. Et ces signes cliniques, c'est l'ictère, donc la coloration jaune des téguments. On a également, on peut avoir des troubles digestifs à type de diarrhée ou à type de constipation. On peut avoir de l'asthénie, ça c'est souvent constant. L'asthénie, c'est une très grande fatigue. Il y a une fatigue qui est injustifiée. Et donc, ça aussi, c'est un signe constant. Et sinon, on peut avoir de la fièvre, mais dans le contexte dans lequel on est, la fièvre n'est pas spécifique. Donc, vous voyez que très peu de signes spécifiques, beaucoup de signes qui sont communs à d'autres maladies, et souvent, c'est une maladie asymptomatique où on ne distingue pas les signes. La perspective est assez encourageante si on prend l'exemple de l'hépatite C. Dans votre discours représentant Madame le ministre de la Santé à l'occasion de cette journée, vous dites que
il y a une perspective d'éradication de l'hépatite C à l'horizon 2033. Dites-nous. Alors, en fait, c'est vrai. Nous disposons aujourd'hui de médicaments qui sont extrêmement puissants, qui permettent vraiment de traiter et de guérir les patients sur un horizon temporel de 12 semaines. Donc, on va dire 3 mois. Et c'est vraiment une guérison. Et dans une population comme la population sénégalaise, où la prévalence de l'hépatite C n'est pas élevée, on espère que d'ici 2030, avec les médicaments dont on dispose, au niveau en tout cas international, nous pourrons éradiquer cette infection à l'horizon 2030. On ne peut pas en dire autant en ce qui concerne l'hépatite B. Parce que l'hépatite B est une maladie à virus à ADN. C'est la maladie la plus courante? C'est la plus courante ici au Sénégal. Au Sénégal, oui. Où on a 11% de la population qui sont des porteurs chroniques. Mais ce qui se passe avec l'hépatite B, c'est que le virus de l'hépatite B s'intègre dans le génome humain. Et cette intégration fait qu'on ne peut jamais dire qu'on est guéri d'une hépatite B. Mais on peut aller vers un contrôle de la maladie, c'est-à-dire avec un arrêt de la réplication du virus chez l'individu, avec absence de transmission, avec les signes s'amendent. Et le sujet peut guérir, dans certains cas, mais on ne le déclare jamais scientifiquement à cause de ce risque d'intégration du virus dans le génome. Mais pour l'hépatite C, on est sûr qu'on en guérit. Après, il y a l'hépatite A, comme vous dites, jusqu'à l'hépatite G. Entre 2 journées mondiales, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui aux Sénégalais qui sont préoccupés par ces maladies, les hépatites? Alors, ce qu'on peut dire aux Sénégalais, c'est qu'il y a beaucoup d'espoir. Je fais partie des gens qui ne voulaient pas aller vers le dépistage de masse, parce que nous n'avions rien à offrir aux sujets infectés. Donc, il se posait à nous un problème éthique. On ne pouvait pas dépister les gens sans rien offrir. Aujourd'hui, je leur dis, allez vous faire dépister en masse. Nous avons des médicaments puissants. S'il s'agit de l'hépatite C, vous pouvez en guérir. S'il s'agit de l'hépatite B, vous pouvez en guérir ou au moins contrôler votre infection. Donc là, je pense que le discours a changé et nous avons beaucoup de raisons d'encourager les gens pour aller vers un dépistage actif. Et allez vacciner aussi vos enfants dès la naissance. Ça, on n'arrêtera jamais de le dire, parce que le meilleur moyen aujourd'hui de prévenir l'infection par le virus de l'hépatite B reste la vaccination. Et c'est la vaccination à la naissance qu'il faut promouvoir. Très bien. Je vous invite à prendre une autre casquette ou un autre foulard. Vous êtes président directeur général de l'Alliance pour la promotion de l'excellence dans l'enseignement supérieur. Seriez-vous parti du constat que l'excellence a déserté nos universités? Je ne le dirais pas. L'excellence n'a pas... non, l'excellence n'a pas déserté nos universités. Nous sommes confrontés, c'est vrai, à des difficultés parce que nous avons une croissance démographique qui est très importante, qui est inattendue, entre guillemets, dans la mesure où nous avons promu beaucoup la scolarisation universelle primaire, promu la promotion du cycle fondamental, donc la base, sans avoir anticipé sur l'enseignement supérieur, les universités, les écoles supérieures d'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, on est un peu rattrapé par ça. Tous ces jeunes sont arrivés au niveau de l'université. Ils doivent avoir accès à l'université parce que c'est la Constitution quasiment qui leur concède ça. Mais nous n'avons pas les infrastructures nécessaires pour pouvoir les accueillir et garder la qualité de nos enseignements. Et je pense que le problème est en train d'être réglé. Nous avons combiné plusieurs stratégies portant sur l'accès, portant également sur les ressources humaines, le recrutement, l'encadrement des étudiants, portant sur la qualité des enseignements, sur l'éthique pour améliorer également la qualité de ces enseignements. Et je pense que toutes ces stratégies combinées et qui figurent bien dans le plan de développement de l'enseignement supérieur
vont nous permettre de retrouver l'excellence dans nos universités. Et vous vous adressez à qui? À vos collègues enseignants, aux étudiants, aux décideurs ou tout le monde en même temps? Je m'adresse à tout le monde en même temps. Oui. Je m'adresse aux décideurs pour dire qu'ils ont compris les enjeux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stratégies qui sont développées pour aller vers l'excellence. Je m'adresse aux enseignants pour leur dire que le premier intrant de la qualité, c'est l'enseignant. Il nous faut de bons enseignants qui sont engagés pour une cause, parce que je pense que l'enseignement est une vocation. Il faut que les enseignants retrouvent cette vocation. Je m'adresse aux étudiants, qui sont des jeunes, pour leur dire que les perspectives, il y en a. Il y a beaucoup de perspectives et il faudrait que tous, résolument, qu'on aille vers l'excellence dans nos universités. Faut-il aller vers une évaluation de la réforme de l'enseignement supérieur, J'aurais dit marquée par le système LMD, par exemple? J'aurais dit c'est trop tôt. Ah oui? Parce que nous avons démarré les concertations nationales en 2013. Nous avons tenu un conseil présidentiel en 2014. Nous sommes en 2016, 1 an et demi après. C'est vrai, il y a énormément de choses qui ont été réalisées depuis. Mais je pense que, valablement, nous ne pouvons pas aller vers l'évaluation tout de suite et maintenant de ce qui a été fait. Nous pouvons le faire comme évaluation à mi-parcours et encore, j'aurais dit c'est précoce. Mais je pense que si le bilan est fait, il est largement positif. D'autant plus qu'il y a un contrat de performance à respecter. Tout à fait. Il y a un contrat de performance entre les universités et le ministère de l'Enseignement supérieur. Oui. Il y a un contrat de performance du ministère de l'Enseignement supérieur par rapport au gouvernement. Et je pense que si chacun respecte, si chacun va résolument vers les objectifs fixés, nous serons dans des universités d'excellence. Dernière question, vous êtes membre du comité scientifique de Next Einstein Forum. Un Einstein africain, c'est ce que vous souhaitez. Mais comment? Quand je vous donne un exemple, il n'y a pas eu de premier prix décerné dans les matières scientifiques, maths et physique plus particulièrement, au concours général 2016. N'est-ce pas que vous avez du pain sur la planche? Nous avons du pain sur la planche, c'est vrai, parce que quand on a des bacheliers, 70% des bacheliers ou plus sont des littéraires, il nous faut inverser la tendance. Mais nous n'avons pas attendu 2016 pour lancer le cri d'alarme. Parce que déjà en 2013, quand nous faisions les concertations, on voyait qu'il fallait réorienter le système de l'enseignement supérieur vers les STEM. Et c'est la première décision du Conseil présidentiel. C'est la première décision qui avait été prise par le chef de l'État de prendre toutes les dispositions utiles pour réorienter le système de l'enseignement supérieur. Pour arriver à quoi? Vers du les 50-50? Vers les sciences Oui. Et les mathématiques. Oui. Nous sommes à 70-75% Oui. de littéraires. Oui. Il nous faut aller vers l'équilibre, au moins. 50-50. Oui, on serait très heureux d'avoir 50% de scientifiques parce que ce n'est pas facile. Ouais. Nous ne sommes pas les seuls à faire face à ce problème et je pense que tout le monde cherche des solutions à ce problème qui a gagné l'Afrique. Très bien. Merci, professeur. Merci beaucoup. Aminata Sall Diallo, elle est professeure titulaire de physiologie et présidente du programme national de lutte contre les hépatites. Chérif, c'est tout pour ce soir. Peut-être que tu seras le prochain Einstein. Pourquoi pas? Merci. Demain, rendez-vous avec Antoine Diouf. Je vous retrouve sur cette antenne très bientôt après quelques jours de repos.